Christopher Nolan est un auteur, on peut bien le dire, extrêmement singulier, même dans le cadre du cinéma américain. Et quand on dit auteur, c'est parce que c'est un cinéaste qui a réussi à obtenir une place privilégiée et pratiquement unique actuellement, celle d'être un auteur, précisément, dans le cadre très particulier de la production de masse hollywoodienne et des blockbusters. Il a réussi à obtenir une indépendance presque totale, à la fois créative, scénaristique et technique. Et à titre d'exemple, son nouveau film, Interstellar, réussit l'exploit aujourd'hui pour un blockbuster d'être tourné non pas en numérique mais en 35 mm et de résister à l'avalanche funeste parfois du relief, et donc le film est en plat, 35 mm, ce qui, quand on le voit, pour ceux qui ont la chance de le voir dans les salles encore équipées en 35 mm, provoquera un choc certainement esthétique, car on a oublié à quel point cette pellicule était riche, était dense, était profonde, combien le son pouvait être différent, et combien l'univers cinématographique proposé par le 35 mm différait de celui du numérique. C'est un auteur, et il se caractérise depuis ses débuts par un concept scénaristique extrêmement précis. Christopher Nolan bâtit ses scénarios d'une manière souvent presque mathématique. À titre d'exemple, on peut se rappeler Memento, qui était un exercice de style virtuose dans lequel le film racontait l'aventure d'un amnésique, le film étant lui-même raconté à l'envers. Ou bien Inception, dans lequel plusieurs strates de rêves avec des temporalités différentes étaient présentées en montage alterné sans, et c'est là que se trouve l'exploit, sans que jamais le spectateur ne soit perdu dans ces multiples strates narratives. Et puis, Christopher Nolan, c'est aussi un cinéaste qui parle des États-Unis contemporains. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il met le doigt sur l'état moral, sur l'état psychologique de la nation américaine. Il joue avec ses mythes, ses repères mythologiques, ses fantasmes, et il met toujours le doigt et il insiste là où ça fait mal parfois. Par exemple, dans la trilogie de Dark Knight, il montrait bien sûr le terrorisme, mais il montrait aussi un pays au bord de l'explosion. Et dans Interstellar, un titre très curieux dans le cinéma actuel, il part de quelque chose qui était en germe dans le cinéma américain, presque à l'envers, ce qui était le renoncement des États-Unis à l'espace. Par exemple, on voit que depuis déjà presque une vingtaine d'années, il n'y a pratiquement plus de films de space opéra traditionnels dans le cinéma américain, et Christopher Nolan, d'un seul coup, propose de revenir au space opéra. Et dans son film, il va même encore plus loin, puisqu'il présente un futur hypothétique dans lequel la conquête de l'espace est tellement dépassée que même le programme scolaire considère officiellement que les missions Apollo n'ont jamais eu lieu, que c'était une supercherie pour vaincre les Russes. Et donc, dans le programme scolaire du futur, les théories du complot qui justifiaient ces fantasmes à rebours sont devenues les programmes officiels. Il n'y a plus d'espace, il n'y a plus d'avenir, la Terre se meurt dans ce futur hypothétique, et Christopher Nolan part de ce constat et il propose quelque chose de complètement nouveau. Et en plus, il est très ambitieux. Il est très ambitieux parce que ce que propose Nolan dans Interstellar, ce n'est ni plus ni moins que de revenir là où Stanley Kubrick était arrivé. Dans 2001 l'Odyssée de l'espace, Kubrick proposait un voyage intersidéral. Depuis le space opéra traditionnel, c'est-à-dire celui qui part de la Terre pour aller dans l'espace, était devenu un genre abandonné. Bien sûr, il y a eu la guerre des étoiles, mais on était dans une autre galaxie. Bien sûr, il y a Alien, mais ça ne se passait plus du tout sur Terre. Le space opéra traditionnel, lui, part de la Terre pour partir à la conquête, et pour la première fois, on revient à ce genre. Autrement dit, Christopher Nolan revient aussi à des classiques de la littérature de science-fiction, comme Arthur C. Clarke ou Isaac Asimov, ceux qui ont donné les fondements de la science-fiction contemporaine. Alors bien sûr, dans cette aventure extrêmement curieuse, on retrouve toutes les traces, tous les motifs récurrents de Christopher Nolan. Une Terre qui se meurt, un pays en crise, un univers incertain, une conquête, on part sur autre chose, mais vers quoi? Et c'est là qu'on retrouve le goût de Christopher Nolan pour les défis scénaristiques. Dans Inception, il s'agissait de travailler sur la mémoire et sur la perte de mémoire. Christopher Nolan propose un nouveau défi scénaristique, comme il sait si bien les faire. Dans Memento, il s'agissait de travailler sur la mémoire, un amnésique, un montage à l'envers.
Dans Inception, il s'agissait de travailler sur le rêve et sur les structures de rêve mélangées, emboîtées les unes dans les autres. Dans Interstellar, cette fois-ci, il s'agit de travailler sur le temps. Pour la première fois au cinéma, sauf peut-être une ou deux références chez Spielberg, on parle de la théorie de la relativité et des paradoxes temporels qu'elle engendre. Non pas pour faire une histoire de voyage dans le temps classique, mais pour rappeler que le temps est une dimension parmi d'autres et que si on commence à travailler sur le temps, on arrive à des scénarios extrêmement ambigus, extrêmement élaborés, dans lesquels les montages alternés sont forcément en décalage d'une séquence à l'autre. Et Christopher Nolan, dans ce film, propose quelque chose de stupéfiant. Il propose une séquence dans laquelle se trouve reconstitué en 3 dimensions un univers à 5 dimensions. Mais cette 3e dimension, il refuse de la filmer en relief et se contente de la filmer, si l'on peut dire, en plat dans le décor normal d'une salle de cinéma en 2 dimensions. Ce jeu sur les dimensions, qui en plus permet de voir toutes les structures temporelles possibles d'une même action qu'on a vue plus tôt dans le film, est un cas absolument unique, me semble-t-il, dans l'histoire du cinéma et montre bien l'ambition de Nolan dans ses films de science-fiction. Pour lui, la science-fiction n'est pas un gadget. Il s'agit, comme pour les plus grands auteurs du genre, de travailler sur l'essence même de concepts philosophiques, de concepts psychologiques, voire métaphysiques, et en tout cas mythologiques. Nous sommes en plein dans le retour à des mythes fondamentaux du cinéma américain, la frontière, le dépassement, le retour à la conquête, mais chez Nolan, comme bien souvent, cela s'accompagne d'un pessimisme radical. Sans dévoiler l'ensemble du film, malgré tout, la Terre se meurt. Certes, il y aura une forme de happy end, mais à quel prix? Nolan est un cinéaste radical, novateur, commercial dans le bon sens du terme, car il sait se donner les moyens de ses ambitions, et il propose encore une fois un des films dans le cinéma américain de ce qu'on appelle les blockbusters, les plus originaux et les plus radicaux de ces dernières années.